Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Dans la phrase du conte « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », il y a comme une ellipse. Avant de se marier, ils se connaissent, un peu. Assez pour savoir avec qui ils eurent des enfants, quand on arrive à cette étape-là. Mais imaginez de faire un enfant avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou pas vraiment. Assez peu pour ne rien savoir de ses valeurs, de sa personnalité, ou de ce dont il est capable. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Et cet épisode est signé Lola Costantini. À l'époque où ça s'est passé, c'était en 2011, j'étais un peu paumée, je venais de perdre mon père et il n'y avait pas grand-chose dans ma vie qui me plaisait en fait. Et donc je décide de partir en Amérique du Sud pour me changer les idées, changer d'air. Donc voilà, j'organise mon voyage de 2 ou 3 mois, je crois que c'était, en Équateur. Je retrouvais un copain là-bas que j'avais pas vu depuis très longtemps et il m'avait trouvé une chambre chez un autre copain à lui. Donc ce copain s'appelait Andrés, il était de prime abord très sympa et puis un soir, on est sortis ensemble. C'était plutôt un amour de vacances, donc je prenais ça assez à la légère. Pour moi, l'histoire allait se terminer le jour de mon retour en France. Donc retour à Paris, je suis un peu barbouillée. Le retour, ouais, j'ai l'impression que que je suis un peu malade. Alors je pensais que j'avais pris froid, mais bon, je ne sais pas. On part à Bordeaux et à Bordeaux, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas mes règles, je devrais peut-être les avoir. Et donc du coup, je réfléchis, je compte et tout, et là je me dis: «Ah oui, il y a peut-être un petit problème là». Donc j'achète un test de grossesse et puis là, c'est positif. Une des raisons de mon départ, c'est parce que, j'avais envie d'avancer dans ma vie, j'avais envie d'avoir un amoureux, j'avais envie de faire des enfants. Ouais, moi j'avais un grand désir d'enfant. J'étais en deuil, mais j'avais envie de vie. Et donc, ce voyage, c'était une sorte de fuite en avant. J'avais envie de vivre, quoi. Voilà, donc j'étais contente, dans ce sens-là, mais en même temps complètement paniquée parce qu'en fait, j'avais toujours pas de mec. Je j'étais pas amoureuse d'Andrés. Enfin bon, c'était complètement un saut dans le vide, c'était, pas du tout ce que j'avais prévu, en fait. Donc, j'ai appelé, Andrés, quoi. Et lui, il a été, hyper content. Il était, vraiment ravi. Et donc il arrivait, genre 3 semaines après. Et pendant ces 3 semaines, et ben, moi, je me suis posé d'autres questions. Comment j'allais l'élever? Comment on allait gérer la situation avec un père en Équateur et une mère en France? Si on allait être d'accord sur, les principes de base, Andrés et moi. Et donc je me suis posé plein de questions comme ça. Et surtout, la question de savoir si je le gardais ou pas, en fait. Du coup, j'ai parlé de ça à Andrés, de mon questionnement, de savoir si vraiment je décidais de garder l'enfant. Et lui, qui vient d'un pays catholique, alors il est pas très pratiquant, mais en tout cas, apparemment il est croyant, c'est pas du tout bien passé. Là, nos prises de bec ont commencé sérieusement. Donc j'arrivais pas trop à me décider, donc j'ai commencé à mettre en place toutes les rendez-vous pour avorter. Je suis allée au planning familial déjà, j'ai vu une psychologue. Ensuite, j'ai pris rendez-vous pour, une échographie de datation, pour savoir jusqu'à quand je pouvais avorter. Tout ça, je l'ai fait donc toute seule parce qu'Andrés, il voulait pas en entendre parler. Je me souviens que quand j'étais dans la salle d'attente avant ce rendez-vous, il y avait d'autres filles qui étaient enceintes et donc j'imaginais qu'elles venaient elles aussi pour avorter. Et je me souviens les avoir trouvées un peu tristes, déprimées, ou enfin bon, moi je les voyais comme ça.
Et je me suis dit: «Mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Moi, je suis pas triste d'être enceinte». Et puis en sortant, je me suis dit: «Ouais, non, je vais pas le faire. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible». J'appelle ma mère, je m'assois sur un banc là et je lui dis: «Bah, en fait, je vais pas avorter, je vais le garder». Et elle me dit: «Bah, OK, pas de problème, de toute façon, moi, je t'aiderai, moi, je suis là, comme tu veux». Une fois que j'ai décidé de garder l'enfant, ben, j'ai appelé, Andrés, quoi. Je le lui ai dit, il était super content. D'ailleurs à tel point qu'il me demande en mariage. Il a une bague, on était dans la cuisine là, le soir là et il m'a sorti la bague et j'étais, complètement prise de court en fait, je m'y attendais pas et je dis oui. Je dis oui, mais en me disant: «Mais pourquoi je dis oui?» En fait, je me suis sentie un peu prise au piège, quoi, parce que j'avais pas du tout envie de lui faire de la peine, en lui disant non, donc ouais, je lui ai dit: «D'accord». Je me souviens pas qu'on était spécialement tendres ou qu'on s'embrassait, et ni même, je crois qu'on faisait pas l'amour, hein, non plus, hein. Il m'avait dit vraiment beaucoup de choses, très agréables et c'est surtout à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'il avait un esprit, hyper fermé, il était plein de préjugés, sur les homosexuels, qu'il était raciste, enfin bon, plein de choses comme ça qui sont pas possibles pour moi et il avait, c'est vrai, un côté macho et ça me faisait penser à mon père qui lui aussi était macho et avec lequel, j'avais beaucoup de mal aussi, à supporter comment il traitait ma mère. Donc de voir Andrés qui avait un peu les mêmes comportements, ça me rendait, c'était insupportable. Donc je pense que ça n'a pas aidé non plus à ce que les choses aillent bien entre nous. Gaspard est né donc le 22 janvier 2013. L'accouchement s'est très bien passé. Après, donc il est resté jusqu'en avril peut-être? Après, il est reparti en Équateur dans l'optique de trouver un boulot, parce qu'on s'était dit qu'après là, peut-être qu'on irait vivre tous en Équateur. Moi, mon optique, en fait, c'était, de tout faire pour que Gaspard ait une vie, à peu près normale, étant donné que, j'avais pas prévu de tomber enceinte, on n'avait pas prévu de faire un enfant ensemble, mais je m'étais dit: «Pour le bien de Gaspard, il faut qu'il ait ses 2 parents, que ses 2 parents s'entendent», et cetera. Donc je m'étais faite à l'idée de tenter le coup avec Andrés, quoi, d'avoir une vraie relation de couple avec Andrés. Voilà et comme j'avais déjà vécu en Équateur, moi ça me plaisait bien, enfin ce pays me plaisait, donc je m'étais dit: «Bah oui, pourquoi pas? Allons-y, pourquoi pas?» Donc voilà, je passe l'été en France et en septembre, gros déménagement, avec, mon enfant sous le bras, on part, vivre en Équateur pour une durée indéterminée. Quand on est arrivé en Équateur en septembre, Gaspard il avait donc, 8 mois. Donc on a trouvé un appartement dans une résidence, gardée où je pouvais pas sortir en fait. Et ben, moi, oui, j'étais dans une routine, quoi, pour moi, c'était Gaspard le plus important. Donc c'était, oui, une vie de femme au foyer, des années 50, quoi. Donc très vite, je me suis sentie un peu coincée, quoi, hein. Et à partir de ce moment-là, en fait, moi, j'ai commencé à pas me sentir très, très bien. J'ai décidé d'aller voir une psy à Guayaquil. Alors par chance, j'en ai trouvé une qui avait vécu en France, pendant des années, donc c'était, plutôt sympathique et donc c'était ma seule amie. Au début, j'allais la voir pour parler des problèmes avec Andrés et puis bon, au fil des mois, les problèmes n'ont pas disparu du tout, mais en tout cas, je me sentais un peu épaulée et quand j'ai vu que l'ambiance entre Andrés et moi, ne s'arrangeait pas vraiment, ça m'a confortée dans l'idée de me dire que je voulais plus être avec lui, en fait. Parce que jusqu'à présent, on essayait encore, on se disait qu'on était un couple ou mais bon, moi j'y croyais pas trop. Je lui avais rendu sa bague. Enfin, il fallait se rendre à l'évidence, moi je pouvais plus continuer comme ça, donc je lui ai dit: «Bah écoute, on se sépare,
Donc moi, il y a pas de problème, je m'engage, une fois par an, je viendrai avec Gaspard en vacances pour que tu le vois dans ton pays et pour que ta famille le voit grandir. Et après, toi, si tu veux venir en France, tu peux venir quand tu veux. Il avait dit OK, on était d'accord. En arrivant en France et dans mon appart, j'ai eu un sentiment de soulagement. Je me suis sentie enfin à la maison. Les prises de tête étaient finies, j'étais toute seule avec mon fils, mais j'étais contente. Donc là, une fois que je suis rentrée à Paris, j'ai repris ma vie, parisienne, toujours dans le souci de satisfaire tout le monde, voilà. J'appelais Andrés tous les jours ou tous les 2 jours, je crois, par Skype, pour lui montrer Gaspard. Je lui envoyais des photos, des vidéos, pareil à ses parents, enfin, on était plutôt comme ça dans l'échange. Enfin, moi, j'étais dans l'échange, j'envoyais plein de trucs. Donc ça dure plusieurs mois et puis un jour, il a débarqué à Paris, sans me prévenir. J'étais chez moi et je reçois un message: «Je suis à Madrid, j'arrive à 8h, j'espère que Gaspard ne sera pas couché». Je fais: Pardon, mais attends, c'est quoi cette histoire, C'est une blague? Il est à Madrid?» Donc ça veut dire qu'il a déjà fait, 13 heures d'avion, en fait, sans me prévenir. Et oui, en fait, c'était vrai. Il sonne à la porte, à 8h, je sais plus trop à quelle heure, mais c'était juste avant que Gaspard se couche, effectivement. J'étais, complètement ahurie et en même temps énervée. Donc j'attends qu'il dise bonjour à Gaspard, bonjour, au revoir, bonne nuit. Et puis là, on va dans le salon et puis je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Tu peux pas débarquer chez les gens, comme ça du jour au lendemain, alors que tu habites en Équateur, quoi, en Amérique du Sud». Et lui, il me disait: «Bah si, mais tu m'as toujours dit que je pouvais venir quand je voulais», enfin bon, j'étais tellement énervée. Évidemment, je l'ai pas foutu à la porte, donc il s'est mis dans la chambre du fond et voilà, ça y est, c'était parti pour 8 mois. Les 8 mois se passent, Andrés n'a toujours pas de travail et donc il a plus d'argent. Donc il est rentré en Équateur, on a fait l'anniversaire de Gaspard à Paris et puis, comme j'avais dit que j'irais une fois par an, là-bas, et ben j'y suis allée, en février, fin février, mars, pour un mois. Donc j'arrive en Équateur, fin février. Moi, j'avais prévu d'aller dans un appartement que je connaissais. Puis Andrés me dit: «Ah non, non, mais tu vas pas aller, dans ce quartier où tu as trouvé ton appart, c'est pas bien, c'est mal famé et tout ça. Viens plutôt à l'hôtel», parce que les parents d'Andrés ont un hôtel, 5 étoiles à Guayaquil. Et la première semaine, se passe très bien. J'arrive chez la famille, d'Andrés, tout le monde redécouvrit Gaspard avec, enchantement. Et moi, je laisse, Andrés, voir Gaspard quand il le veut. Tous les jours, il vient le voir, il l'emmène, chez ses parents, tout ça jusqu'à vendredi, en fait, un vendredi où, il me dit qu'il vient prendre Gaspard pour l'emmener à la piscine. Et donc je lui dis: «D'accord, OK, bah, tu me le ramènes à 5h, OK». Il est 5h, il toujours pas de nouvelles, donc j'appelle et il me dit: «Ah non, non, mais en fait, on est parti à la plage». Je fais: «Comment ça, à la plage? C'est à 2 heures, 2 heures de route de Guayaquil, c'est pas possible, c'est pas ça qui était prévu». Il me dit: «Non, mais t'inquiète pas, on va, à Salinas, la ville, et puis, voilà, tu le récupéreras demain». Je fais: «Comment ça? Bah non, 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 je suis pas du tout d'accord», j'étais hyper énervée, mais bon, je pouvais rien faire, quoi. Donc j'attends le lendemain. Je lui avais refixé un rendez-vous, il devait me le ramener encore, à l'hôtel, le lendemain. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec, mon ancienne psychologue là, quand j'habitais là-bas. Et je lui raconte cette histoire, qu'il est parti à Salinas sans me prévenir, et que, on a rendez-vous maintenant pour, qu'il me le rende et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc j'appelle, ça répond pas, voilà. Et là, elle me dit: «Il y a un problème. Là, c'est pas normal ce qui se passe». Donc je dis: «Ah oui, bon, bah oui, c'est vrai, c'est pas normal, mais qu'est-ce que je peux faire?» Elle me dit: «Demain, tu vas à l'ambassade de France et tu racontes tout ça et tu dis qu'il y a un problème». Je me souviens m'être dit, bon, peut-être qu'elle exagère un peu, peut-être qu'elle s'alarme un peu vite, mais je vais quand même l'écouter parce qu'on sait jamais. Et donc c'est ce que j'ai fait le lendemain. Évidemment, j'arrêtais pas d'appeler Andrés, mais il répondait plus au téléphone. C'est vrai que c'était pas normal et les parents d'Andrés me disaient qu'ils avaient pas de nouvelles, qu'ils arrivaient pas à le joindre, donc je sais pas. Enfin, c'était très flou, tout était vague,
Là, quand même, je réalise que je me prends des murs de tous les côtés, que je ne peux rien faire, que je me sens un peu prise au piège, quoi. Gaspard, je lui ai dit, on se voit demain, en fait. Alors que ça fait déjà 3 jours. Et puis, le soir, j'appelle ses parents aussi et je leur parle. Et la mère donc me disait, «Oui, je sais pas, Andrés a appelé tout à l'heure, mais je dormais, c'est la bonne qui a répondu, il a dit qu'il rentrerait à telle date», et cette date, en fait, c'était la veille du jour où on devait rentrer en France, en fait. Et là, je me dis: «Mais attends, il y a un problème là, comment ça, il rentre fin mars? C'est pas du tout ça qui était prévu, il devait me le ramener demain, quoi», et puis après, j'ai le père d'Andrés, qui prend le téléphone et il me dit: «Ah tu sais, tu es comme une fille pour moi, parce que j'ai pas eu de fille, tu es la mère de Gaspard, je te respecte, si tu as un problème, tu peux venir à la maison, on t'aidera», je dis: «Bah oui, mais si, il y a un problème là, en fait, j'ai pas de nouvelles de Gaspard, voilà, c'est ça, l'occasion de m'aider là». Il me dit: «Ah oui, non, mais ça je sais pas», et bon, bah, j'ai rien pu faire d'autre, hein, que attendre, passer la nuit, et le lendemain, je suis allée, donc au consulat, de France, à Guayaquil, pour parler au consul et raconter tout ça. Voilà, ça faisait donc 48 heures là, que Andrés avait, pris Gaspard, et puis que je n'avais plus aucune nouvelle, quoi. Il avait coupé de son téléphone, il répondait plus aux mails, ni à Facebook, et tous les contacts que j'avais, que ce soit sa famille ou ses amis, personne ne savait rien. Le lendemain, donc à la première heure, je vais, au consulat. Donc le consul est assez, partagé lui, parce qu'il me dit que c'est une affaire privée, qu'il peut pas prendre parti pour moi, parce qu'il sait pas qui a raison entre Andrés ou moi. Et puis il me dit, et puis surtout, moi je vous conseille d'abord d'essayer de trouver une entente avec la famille, parce que, avant d'aller voir la police, parce que à partir du moment où vous allez voir la police, là, c'est, un autre niveau, ils peuvent mal le prendre, ça peut dégénérer, et puis, bon. Donc, ce jour-là, lundi, bah, je rappelle encore la famille, j'appelle maintenant la belle-sœur, d'Andrés, qui a 2 enfants, en me disant: «Bon, ben, elle pourra peut-être m'aider», et cetera. Mais elle me dit: «Bah, écoute, non, je ne sais rien, mais fais tout ce qui est en ton pouvoir pour récupérer ton fils, il faut que tu te battes». Et cette phrase-là, «Il faut que tu te battes», je me suis dit: «C'est bizarre, quoi, pourquoi elle me dit ça?» Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle était au courant d'un truc, mais qu'elle voulait pas me le dire, et que, oui, elle savait ce qui allait m'attendre, quoi. Je suis retournée voir le consul en disant: «Bon, ben, voilà, ils savent toujours rien, ils savent toujours rien, donc je vais appeler la police». Et puis en sortant de chez le consul, je rencontre, par hasard un Français qui venait, récupérer un passeport, et il se trouve qu'il était avocat et un homme très sympathique, et donc il me dit: «Bah, viens», tout de suite il me tutoie, tout de suite il est très paternel, il a dans les 70 ans, et il me prend sous son aile, quoi. Donc c'était assez rassurant parce que je connaissais personne, donc je me suis dit: «Bah, allez, voilà, j'ai rien à perdre, hein», et donc on va déjeuner ensemble. Et son assistant l'appelle et il lui dit: «Ah bah, c'est marrant, je viens de rencontrer une Française, qui a perdu son fils», quelque temps, pendant le déjeuner, son assistant le rappelle en lui disant: «Beh, écoutez, j'étais au palais de justice là et je viens de voir passer le nom de Bruzone, le nom d'Andrés. Dans les papiers, il a déposé une requête». Donc il saute, sur l'occasion et il dit: «Bah, écoute, cherche ce que c'est, voilà, rappelle-moi». Et l'assistante le rappelle en lui disant: «Bah, écoutez, voilà, monsieur Andrés Bruzone a déposé une, interdiction de sortie du territoire pour son fils Gaspard». Donc là, moi, on est au restaurant et moi je fais: «Quoi? C'est quoi cette histoire?» Je suis, complètement, je tombe des nues, je m'y attendais pas du tout, quoi. Je suis vraiment, hyper étonnée parce que, en fait, jusqu'à présent, je pensais que je minimisais jusqu'à présent. Je me disais que ça allait rentrer dans l'ordre, qu'il allait revenir à la raison et qu'il allait me rendre mon fils, et en fait, là, je me rends compte que ça y est, ça on est passé à un niveau supérieur. Il a fait une action, juridique, contre moi, là, je le prends comme il me déclare la guerre, en fait. Je me dis: «Ça y est, là, il a mis les choses en place». Ouais, je l'ai pris comme un acte vraiment de, je veux reprendre le pouvoir, en fait, et je veux garder mon fils. Donc à partir de ce moment, ça bascule.
L'avocat raccroche, il me dit: «Ne t'inquiète pas, on n'en sait pas encore trop, on va attendre, mon assistant va récupérer les papiers, on va s'en occuper». Très bien. Donc après le déjeuner, en fait, on va directement à son bureau et puis, entre-temps, bah, son assistant, il a trouvé d'autres papiers, au tribunal et un autre qui était que Andrés se demandait la garde exclusive de Gaspard. Donc là, ben, pareil, hein, je suis encore, sous le choc, quoi. Je comprends pas, très bien ce qui se passe, mais je me dis: «Bon, ben, ça devait être prémédité, il avait prévu son coup, pendant la première semaine, il a fait comme si tout allait bien, pour pas que j'ai des soupçons ou quoi que ce soit et puis ça y est, il a saisi l'opportunité, en fait, de l'avoir pour, lancer toutes les procédures et voilà et le garder, quoi. Quand l'assistant revient du tribunal avec, les demandes d'Andrés, il y a un motif, en fait. La demande de garde exclusive est basée sur le fait qu'Andrés a dit que j'étais, une prostituée, que, j'avais une vie, de dépravée, enfin sans aucun justificatif. En fait, évidemment, je suis pas prostituée, j'ai une vie, tout à fait, normale, basique, je fais pas d'excès, ni rien du tout, mais donc là, mon avocat, il me dit, tout de suite: «Bah, OK, bah, nous aussi, on va demander la garde». Donc on commence à monter le dossier, moi je commence à envoyer des mails, en fait, à mes amis pour avoir des attestations de leur part, disant quelle mère je suis, quelle personne je suis et cetera pour, étayer mon dossier. Nous, on va déposer une requête pour, rapt et séquestration d'enfants et à côté, une demande de garde exclusive de Gaspard. Donc là, dès le lendemain, je retourne à la première heure chez l'avocat et tous les autres jours, ce sera mon bureau, en fait. Tous les autres jours, j'irai aussi, dès le réveil jusqu'à, je sais pas quelle heure, du soir. J'ai contacté mes amis, très proches, dès le début, en fait, dès le premier jour, je crois, où je commence à ne plus trop avoir de nouvelles, d'Andrés et très vite, donc mes amis se sont mis en marche, je sais pas, ils ont créé une association, ils ont créé une cagnotte, on a monté un site internet, enfin ça a été très, très efficace et ma mère, bah, j'étais en contact avec elle aussi tous les jours. Elle était, assez, triste, hein, elle a fini par me rejoindre au bout de 2 ou 3 semaines. Donc après, la demande de garde, d'Andrés, quelques jours après, 2 jours après, on apprend qu'il a fait une autre demande et là, c'était une demande de protection parce que j'étais une personne, dangereuse pour mon fils. Parce que, je mettais en danger mon fils. Alors les raisons sont très intéressantes, parce que je faisais de la pornographie infantile, voilà, maltraitance infantile et pour étayer, cet intitulé, donc il avait formé un dossier de 150 pages que j'ai pu, consulter, au palais de justice et qui était hallucinant en fait, parce que, dans ce dossier, il a mis, plein de photos, à moi, des photos qu'il a trouvées sur Facebook, des photos, qu'il a trouvées chez moi en fouillant, en fait, dans mes tiroirs. Il y avait des photos que je savais même pas où elles étaient rangées, en fait. Il y avait des photos de Gaspard, que je lui avais envoyées parce que pour le tenir informé de la vie de son fils, en fait, je lui envoyais des photos régulièrement et j'avais dû lui envoyer une fois une photo de Gaspard dans le bain avec, 2 petits copains à lui, les enfants d'une amie à moi, qui ont, 1 an et 2 ans de plus que Gaspard, avec qui il s'entend super bien. Et donc un jour, ils prenaient le bain tous les 3 et donc j'avais envoyé cette photo, à Andrés. Et bien, cette photo s'est retrouvée dans le dossier sous le nom de pornographie infantile. Enfin, je comprenais pas quoi, comment un mec, pouvait, détourner la réalité. Enfin bon, ça m'avait fait halluciner et puis effectivement aussi, moi j'aime bien les objets un peu kitsch, en plastique rose, hein, donc moi personnellement, des petites couronnes ou je sais pas, une baguette magique, enfin des trucs un peu, comme ça, kitsch à 2 € quoi et donc bah, naturellement, Gaspard, jouait avec de temps en temps
Et donc ça, c'est, comment il a dit? Que j'influençais la sexualité de mon enfant, quoi. Que je l'induisais à être homosexuel. Voilà, parce que les objets étaient roses. Et en fait, je réalise à ce moment-là qu'en fait, Andrés, pendant qu'il habitait chez moi gratuitement, il fouillait, il se préparait son petit dossier, il prenait en photo, l'évier quand il était bouché ou quand il y avait trop de vaisselle, pas faite, il prenait en photo, les cadavres de bouteilles, sous l'évier, il prenait en photo, quand ma chambre n'était pas rangée, des journaux intimes aussi qu'il avait photographiés. Qu'est-ce qu'il a pris en photo? Des paquets de clopes, qui étaient, dans la poubelle, enfin c'était hallucinant, toutes ces preuves. Ça m'a enragée. Ça m'a enragée de voir, tout ce qu'il avait manigancé, comment il s'était organisé et je me dis: «On sait jamais, je suis pas dans mon pays, les mentalités sont différentes ici, je ne sais pas si un juge, hyper catho, peut tomber dans le panneau, des arguments qu'il présente». Donc effectivement, j'ai quand même un peu peur et puis j'ai très peur de comment ça va se passer parce que, là, je vois que c'est organisé, je vois que c'est prévu, c'était préparé, quoi. Parce que, c'était préparé pendant des mois à Paris et puis là, depuis que je suis arrivée en Équateur, en fait, lui, il savait comment les choses allaient se passer. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais là pour des vacances, et en fait, lui, il avait prévu son coup. Donc, gros coup de déprime, enfin, de toute façon, pendant tout l'enlèvement, moi, j'ai eu cette sensation, tout le temps. C'était, la sensation d'être prise au piège, d'impuissance complète, en fait, et de pas savoir, comment ça allait se finir, quoi. Là, je me rends compte que je pense à Gaspard de façon différente, en fait. C'est surtout le soir, quand je rentre chez moi, où, je réalise que je pense tout le temps à Gaspard, hein. Je me dis tout le temps: «Il faut que je le récupère, il faut que je le récupère». Mais c'est devenu comme une idée. Gaspard, c'est plus mon fils, c'est plus la petite personne, que j'aime et avec qui j'aime jouer et c'est devenu une sorte d'idée qu'il faut absolument que je récupère Gaspard, et il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour le récupérer. Donc ça, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était un mécanisme de défense et de survie. Parce que si je pense trop à l'affect, c'est pas possible. Moi, je m'écroule. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est très, très, émotif et sensible et je pleure très facilement et j'ai été étonnée, par moi-même parce que pendant ce mois, que j'ai passé, j'ai quasiment pas pleuré, alors que je pensais que j'allais m'écrouler. Au contraire, j'ai été dans l'action tout le temps, tous les jours, j'avais des trucs à faire, j'allais chez les flics ou j'allais au tribunal ou et c'est pour ça que c'est devenu, que Gaspard est devenu une idée, en fait, plus qu'une personne. Comme c'était une famille, assez riche et cetera, je me suis tout de suite dit qu'il allait avoir une nounou. Après, je me suis demandé, ce qu'il lui racontait, parce que c'est vrai que, étant donné tout ce qu'Andrés avait, comploté derrière mon dos, et ce qu'il pensait de moi, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il doit raconter à Gaspard, quoi?» Tous les jours, donc ça m'a vraiment, ça m'inquiétait, parce que j'imaginais qu'il lui disait que j'étais, horrible ou, je sais pas, ou en tout cas qu'on allait plus se revoir ou je sais pas, mais bon, ça c'est un truc, oui, qui m'a un peu, préoccupée. Mais auquel, j'essayais de pas trop penser parce que, j'étais vraiment dans le présent, quoi, dans l'action, voilà. Comme j'allais chez mon avocat tous les jours, j'allais aussi à la police, tous les jours, à la brigade des mineurs. Donc dès le début, j'ai eu, 2 policiers qui étaient sur mon affaire et là j'ai commencé à me heurter à la façon de faire équatorienne. Parce que je me suis rendu compte que en fait, les flics ne faisaient rien ou en tout cas qu'ils me disaient qu'ils faisaient et en fait, il y avait aucun résultat. Je leur ai dit, dès le début: «Il faut interroger, les parents, il faut interroger le chauffeur, il faut interroger les employés de maison, il faut interroger le garde», parce qu'il y a un garde devant leur maison qui note toutes les voitures qui rentrent et qui sortent avec les horaires, avec les plaques d'immatriculation. Enfin, j'avais l'impression de leur dire tout ce qu'il fallait faire et qu'eux, ils ne faisaient rien. Et c'est plus tard que j'ai compris que, en fait, si on les paye pas, ils bossent pas. Voilà. Donc voilà et moi je ne savais pas ça, donc je les ai pas payés en fait
Donc je me suis retrouvée à moi-même, rester en planque toute la journée devant la maison d'Andrés, de ses parents. Je voulais voir s'il était là pour, prévenir les flics, pour qu'ils viennent, l'arrêter, s'il était là, en fait. Là, au point de vue juridique, il y avait plusieurs affaires en même temps. C'était un peu compliqué à suivre parce qu'il y avait donc, 2 juges différents. Dans l'affaire d'Andrés, dans sa demande de garde, c'était, un juge homme et moi, ma demande, de récupération d'enfants avait été, remise entre les mains d'une juge. Et donc on arrive à un jour où, Andrés est toujours en fuite. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Gaspard depuis, je dirais 3 semaines. Et donc c'est un jour où je suis au palais de justice pour déposer une requête. J'allais partir avec, l'assistant de l'avocat. Et puis, finalement, il me dit: «Attends, je vais regarder un truc sur l'ordinateur». Donc c'est l'ordinateur central, qui enregistre toutes les procès qui sont en cours et qui dit à quelle date, passe tel procès. Et là, il revient me voir, complètement dépité, en me disant: «Écoute, là, il y a un problème, c'est que cet après-midi, il y a une audience pour obtenir la garde de Gaspard». Et je dis: «Quoi? Comment ça, c'est-à-dire la garde? Qui demande la garde?» Et il me dit: «C'est les parents d'Andrés». Alors là, je suis, encore une fois, je tombe des nues. Je me dis: «Mais comment c'est possible? Mais surtout, comment ça se fait qu'on n'ait pas été au courant, quoi?» Là, on vient de l'apprendre par chance et on se dit: «Mais c'est pas possible, ça n'arrêtera jamais, en fait». Dès qu'on faisait une petite avancée ou qu'on avait l'impression de reprendre la main, en fait, bam! Andrés, il est arrivé et il nous mettait un coup de massue sur la tête, quoi. Donc OK, on sera là. On va aller à l'audience et on va se battre. Donc l'après-midi arrive, on retourne au palais de justice et là, je vois les parents, d'Andrés arriver. Moi, je me liquéfie et en même temps, je suis très, 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 très énervée, quoi. Je suis vraiment, je tremble, quoi. Enfin, je suis fébrile. Et là, je vois la mère, d'Andrés, qui veut pas me regarder et le père d'Andrés qui arrive vers moi, qui me fonce dessus pour m'embrasser, quoi. Alors là, j'ai pas compris et je me suis reculée, quoi. J'avais aucune envie de le toucher, ce mec, enfin, je veux dire, pour qui il me prend? Il veut me prendre mon fils et il vient me faire la bise? C'était n'importe quoi. Donc je le recule et je veux pas lui parler. On rentre dans la salle d'audience, le juge arrive, juge très antipathique également, qui tout de suite nous dit: «Vous n'avez rien à faire là». Il s'adresse à moi et à mon avocat en me disant: «Vous n'avez pas besoin d'assister à cette audience, mais allez, je vais être sympa avec vous, vous pouvez rester». Alors, enfin, déjà, je sais pas, je ne comprends pas cette justice, comment ça se fait qu'on n'ait pas été prévenu de cette audience? Comment ça se fait que la mère de l'enfant pour lequel on se bat ne puisse même pas, répliquer, en fait, à cette demande de garde, des grands-parents? Rien n'avait été prouvé, aucun des procès n'avait eu lieu, en fait. J'avais pas du tout, été, reconnue coupable de quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment ça paraissait être, complètement arbitraire enfin ce procès arrivait, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça avait l'air d'être, déjà réglé. Donc bon, bah, on se démonte pas. Mon avocat, expose, le fait qu'on n'ait pas été prévenu, que c'est inacceptable, voilà. Et là, j'avoue que j'ai pas le souvenir exact de ce qui s'est dit parce que moi j'étais, tellement, voilà, j'étais, révoltée. C'était une telle injustice, quoi. Moi, j'étais assise là dans la salle et je m'étais tournée sur le côté pour être face à la mère d'Andrés qui faisait, exprès de ne pas me regarder et le père d'Andrés qui regardait le juge. À aucun moment ils se sont, retournés vers moi ou à un moment, le juge dit quelque chose et moi, je me penche, vers mon avocat pour demander, ce qu'il a dit parce que j'ai pas très bien compris. Évidemment, tout ça, ça se passe en espagnol, hein, moi, je suis pas du tout familière avec les termes juridiques, je parle assez bien espagnol, mais bon, je suis pas une pro non plus et donc je demande à mon avocat, ce qu'il a dit et là, le juge s'énerve et dit,
Oui, mademoiselle, je sais que vous parlez très bien espagnol, c'est pas la peine de faire, comme si vous parliez pas, vous avez très bien compris ce qui s'est passé, je sais pas quoi. Alors là, je me sens déjà agressée et puis en plus, encore une fois, injustice complète parce que, enfin, je veux dire, c'est un procès, qui parle de la garde de mon fils, j'ai le droit de savoir ce qui se dit, quoi, en fait. Et donc je me dis: «Bah, c'est mal barré parce qu'il a l'air d'être énervé contre moi, en fait. Il a l'air d'être, partial, ce juge, ça m'a l'air très mal barré». Et en fait, l'audience, a été réglée en 20 minutes. Donc en 20 minutes, bah, les grands-parents de mon fils ont obtenu sa garde. Voilà, c'était fait. Ils se sont levés pour signer le papier. Mon avocat a signé le papier en disant qu'il n'était pas d'accord et qu'il s'opposait à cette mesure. Mais enfin, je veux dire, c'était fait, quoi. C'était horrible. J'ai vu ma vie se passer sans que je puisse rien faire. Et c'était bon, ils étaient repartis avec leur papier disant qu'ils avaient la garde de mon fils. Voilà. Je me souviens que j'ai pleuré très fort, quoi. Pour qu'ils me voient, en fait, pour qu'ils se rendent compte que en fait, la mère de Gaspard était là, quoi. Qu'ils étaient en train d'enlever un enfant à sa mère, en fait. Mais bon, il y a eu aucune, enfin, ça n'a rien changé. Voilà, donc après cette audience, on s'est rendu compte donc qu'il y avait pas mal d'anomalies, dans leur, procès. Surtout cette audience-là qui s'était passée en 20 minutes, sans qu'on ait été prévenus. On s'est dit que c'était pas normal du tout, c'était vraiment bizarre et donc mon avocat a rédigé un mémo, en notant, toutes les anomalies et voilà, et il l'a adressé à l'ambassade, de France, de Quito, donc la capitale. Nous, on était à Guayaquil, la capitale économique et il l'a aussi envoyé au ministère de la Justice, au service de la transparence. Parce que comme, l'Équateur, c'est un pays, où il y a quand même, pas mal de corruption encore, le président, a mis en place des structures et donc on leur a adressé, bah, notre demande et donc ils se sont penchés sur le dossier. Et ça a été, d'une grande aide aussi parce que, ils nous ont dit que le juge avait donc été acheté par la famille. Je crois qu'il a été payé 50 000 $. Quoi que je fasse, je pourrai jamais m'en sortir, en fait. Parce que eux, ils ont les connexions, parce que eux, ils ont l'argent, parce que eux, ils savent comment ça marche dans leur pays. Et moi, je suis face à une machine de guerre, quoi. Ils tirent les bonnes ficelles au bon moment. Et moi, tout ce que je fais, c'est dans la légalité. Ça ne marche pas. C'est vraiment David et Goliath, quoi. Je repense à la première semaine, en fait, que j'ai passée en arrivant. Et en fait, je réalise que en fait, il m'a tendu d'autres pièges. Par exemple, pendant la première semaine où tout allait bien, je me souviens que plusieurs fois, il m'a dit, «Ah là là, il paraît qu'il y a un super concert ce soir, dans tel bar, tu devrais y aller, moi je garde Gaspard ce soir, donc tu peux y aller tranquille, vas-y, va t'amuser». Et moi je lui avais répondu: «Bah non, 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 j'ai pas spécialement envie de sortir, merci». Une fois. Et une deuxième fois, je me souviens, très bien, on était en voiture et il me redit la même chose. Et il me dit: «Mais va mettre une jupe courte et puis va danser, va t'amuser, t'es là en vacances, vas-y, va t'amuser». Et là, ça commençait un peu à m'énerver, je lui avais dit: «Bah non, écoute, en fait, moi je suis pas là pour m'amuser, en fait, je suis là, juste pour que tu vois Gaspard». OK, bon. Et j'y avais pas pensé plus que ça. Et après coup, forcément, je me suis dit, en fait, qu'il aurait bien aimé, en fait, que je sorte parce que sûrement qu'il avait prévu, quelqu'un pour me prendre en photo pour pouvoir étayer encore plus son dossier. Ensuite, quand j'habitais encore à l'hôtel de son père, j'y suis restée, 3 jours après que je me sois rendu compte, du kidnapping, en fait, qui était en cours. Très vite, j'ai déménagé et en me réinstallant, en sortant mes affaires, je me suis rendu compte qu'il me manquait des vêtements. Il me manquait, 2 robes, un haut de maillot de bain, je crois, et un débardeur. Et donc, j'en ai parlé à mon avocat, je lui ai dit: «C'est très bizarre parce que, mes vêtements, ils étaient dans la chambre d'hôtel, voilà». Heu et il m'a dit: «Ah bah, tu sais quoi? Ça, c'est peut-être un coup de la famille, parce que, moi, j'ai eu des clients qui avaient volé des vêtements, qui avaient mis du sperme dessus et qui avaient fait, croire que, il y avait une histoire d'adultère, voilà, mais en fait,
Ils ont pu te voler des vêtements pour les faire porter à une autre fille ou pour créer des preuves, en fait. C'était tellement flippant de voir à quel point Andrés et sa famille étaient prêts à tout. Ça me révoltait aussi beaucoup. Et ça, rien que pour ça, j'avais envie de me battre et de leur prouver qu'ils n'avaient pas affaire à n'importe qui et que je serais prête à faire n'importe quoi pour retrouver mon fils. Quand les parents d'Andrés ont eu la garde, il devait donc retourner chez ses grands-parents. Donc les grands-parents devaient la voir constamment chez eux. Donc on s'est dit, avec mon avocat, c'est très bien, d'accord, ils ont obtenu la garde, pas de problème. Donc maintenant, on veut voir Gaspard. Au moins avoir la preuve de où il est. Donc on part avec les policiers, chez les grands-parents, là, pour avoir une preuve. Évidemment, ils ne nous laissent pas rentrer. Enfin, ils ne me laissent pas rentrer. Les policiers peuvent rentrer. Et ils vont rester un moment, et ils ressortent en me disant « Oui, c'est bon, Gaspard est là. » Gaspard est là, et voilà des photos qui prouvent qu'il est là. Donc là, je sais pas comment dire, c'est comme si je tombais dans un trou, en fait. Je suis en même temps soulagée et toujours autant révoltée de le savoir derrière un mur, dans cette maison que je connais, dans ce canapé, avec ces personnes. Je sais comment ça sent chez eux, je sais comment s'appellent les chiens, je sais comment s'appellent les employés, je connais tout en fait, mais juste, je peux pas y accéder, je peux pas voir mon fils alors que je sais qu'il est là. Donc il me montre la photo, moi là je pleure, je tremble, je suis un peu comme une folle. Je vois mon petit garçon là qui est sur le canapé avec ces deux horribles personnes. Je vois qu'il est pas du tout habillé comme je l'avais habillé le dernier jour où je l'ai vu. Donc je me dis, bon ben, ils sont organisés, ils ont racheté des vêtements, des chaussures, il a une tétine, alors qu'il n'avait pas de tétine avant, il a jamais eu de tétine. Là, je me suis dit, la tétine, c'est pas mal, parce que il a dû pleurer, le pauvre, et en fait, ils lui ont foutu la tétine dans la bouche pour le calmer, quoi. Et là, j'ai de la peine, parce que je me dis qu'ils doivent pas bien s'en occuper, en fait. Donc là, ça doit faire plus de 3 semaines que j'ai pas de nouvelles de Gaspard. J'étais sur Internet un soir et je suis tombée sur un blog en espagnol qui s'appelait Mamas Guerreras, c'est les mères guerrières. Donc je leur ai écrit en leur disant, bah voilà, mon fils a disparu, son père l'a kidnappé, j'ai pas de nouvelles depuis tant de jours, est-ce que vous connaîtriez une association qui pourrait m'aider Réponse très rapide de la fille qui gérait le blog. Elle me dit « Mais c'est quoi cette histoire ? Mais écoute, si tu veux, on publie un papier. » Elle me dit « Je vais publier ton commentaire comme un article. Je vais pas changer un mot, ce sera ton commentaire comme il est. » Je dis « Ok. » Elle publie le truc. C'est donc sur Facebook et sur son blog. Et là, c'est assez hallucinant. Les réponses sont hyper rapides. Et ça prend de l'ampleur, une ampleur incroyable, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de réponses. Donc c'est parti de là. Du coup, je me suis dit, je vais publier sur Facebook. Et donc je commence à écrire mon histoire en disant, bah voilà, je m'appelle comme ci, je fais ça. Voilà, j'ai eu Gaspard avec Andrés alors qu'on se connaissait pas beaucoup. J'ai toujours tout fait pour l'intérêt de mon fils. Je suis venue en Équateur pour qu'il passe des vacances avec son père. Et voilà, il l'a enlevé. Depuis tant de jours, je n'ai pas de nouvelles. Voilà, une lettre comme ça, très honnête. C'était la vérité. Cette lettre, on l'a traduite en espagnol et en anglais. Et je la publie sur Facebook. Et là, boule de neige aussi. Des milliers de réponses, de personnes qui relayent ma lettre. Donc à partir de là, mes amis qui étaient à Paris, qui m'aidaient depuis le début, on a créé une page Facebook qui s'appelait Find Gaspard, sur laquelle tous les jours on mettait une photo avec un petit commentaire traduit en français, anglais, espagnol. Et ça a pris très très vite. Et ça a eu une grosse répercussion sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, je me suis fait un compte Twitter aussi, alors que je connaissais pas du tout. Il y a eu, je crois, jusqu'à 1 million de hashtags sur Find Gaspard. C'était hallucinant. Et grâce donc au fait que ça a été médiatisé,
J'ai été contactée aussi par une Française qui était directrice du théâtre de Guayaquil et qui m'a dit écoute, je te contacte parce que comme je suis française, on m'a demandé si je te connaissais. Et on m'a dit de ne pas t'aider. Alors j'étais très étonnée et elle me dit et comme on m'a dit de ne pas t'aider, bah, j'ai envie de t'aider. Donc on s'est rencontrés, elle m'a raconté ça. Elle m'a dit bah, je vais pas te dire qui m'a dit ça, mais bon. Voilà, je trouve que c'est vraiment dégueulasse ce qui est en train de se passer avec ton fils, donc je vais tout faire pour t'aider. Et donc elle aussi, elle m'avait conseillé de raconter mon histoire parce qu'effectivement, Andrés fait partie de la société riche de Guayaquil, donc ils ont des contacts partout, ils sont très bien vus parce qu'ils ont un hôtel 5 étoiles, etc., etc. Et moi, personne ne me connaît. Donc elle m'a dit, toi, il faut que tu te fasses connaître en fait, il faut que tu expliques qui tu es. Et un jour, elle me dit écoute, hier soir, j'étais à un dîner avec tout le gratin de Guayaquil et on s'est retrouvés à parler de toi. Et elle m'a dit et au début, la plupart des gens du dîner étaient plutôt du côté d'Andrés. Et puis, il y a la collègue de Marion qui a pris la parole et qui a dit mais est-ce que vous avez lu la lettre qu'elle vient de publier sur Internet ? Et donc, les gens n'étaient pas encore au courant. Et donc là, tout le monde l'a lu. Et après, il s'en est suivi un débat, apparemment. Et à la fin du dîner, tout le monde était de mon côté, en fait. Et à partir de là, j'ai été contactée aussi par une avocate des droits de l'homme qui, elle, a mis en place, elle m'a dit qu'il fallait faire une conférence de presse, qu'il fallait que je fasse une vidéo. Donc on a organisé ça. C'était assez intimidant. Moi, j'étais évidemment bien habillée. Et puis on s'était dit qu'il fallait aussi montrer qu'on était des bonnes personnes. Et du coup, on nous a conseillé de porter des croix autour du cou. J'étais pas très fière de ça, mais bon, on l'a quand même fait. Ma mère avait un chapelet et moi, j'avais une croix autour du cou. Et donc, voilà que je fais une conférence de presse devant la presse locale, là, des télés, des journaux. J'avais la voix qui tremblait, j'avais les larmes aux yeux. Et à la fin, je m'adressais au président de la République et au ministre de l'Intérieur en disant s'il vous plaît, aidez-moi, soyez le héros de l'histoire et retrouvez Gaspard. Donc ça nous a bien aidés. Ça a relancé l'espoir de le retrouver, quoi. J'ai aussi fait une émission de télé. C'était une ancienne avocate qui a une émission de télé où elle prend souvent parti pour des... Enfin, elle expose assez ouvertement ses opinions. Donc elle me demandait s'il y avait des gens qui m'aidaient du côté d'Andrés. Et j'ai dit que non, parce qu'ils étaient du côté d'Andrés, ils connaissaient que sa version, et que ses parents l'aidaient, et que sa mère protégeait son fils. Et là, elle me dit et vous, qui protège votre fils ? Et là, j'ai fondu en larmes et j'ai dit personne, on me laisse pas protéger mon fils. Donc je me suis vraiment félicitée d'avoir lancé le plan médiatique, je sais pas si on peut parler de plan médiatique, mais en tout cas d'avoir rendu médiatique cette histoire, parce que c'est ça en fait qui nous a sauvés. Avec l'avocate des droits de l'homme qui m'avait organisé la conférence de presse, elle m'apprend qu'il y a le ministre de la Justice qui est en visite à Paris. Et là, elle me dit, écoute, il faut sauter sur l'occasion, demande à tes amis d'organiser une manifestation devant l'ambassade d'Équateur et essaye d'avoir un rendez-vous avec le ministre. Donc, ok, j'envoie un mail. Ça s'est organisé très très vite parce qu'avec le décalage horaire, on n'avait pas eu beaucoup de temps. Et donc là, j'ai 15 amis qui se donnent le mot et qui se retrouvent le matin devant l'ambassade d'Équateur avec mon avocate aussi de Paris. Ils avaient imprimé des pancartes, c'était vraiment super. Et ils ont pris des photos qu'après ils ont mis sur Internet. Et donc mon avocate est là avec mes amis et il demande à voir le ministre. Et un matin, je reçois un coup de téléphone de Gustavo Yalc, le ministre de la Justice qui avait rencontré mon avocate à Paris, qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai étudié votre dossier, j'ai rencontré les personnes et je voulais vous tenir informé du fait que le juge qui avait donné la garde aux grands-parents de Gaspard a été suspendu parce qu'effectivement il a été corrompu et donc la décision de garde a été révoquée
et vous allez pouvoir récupérer la garde. Tout va rentrer dans l'ordre, voilà. J'avais pas encore Gaspard, mais en tout cas, là, j'avais bon espoir de le retrouver, quoi. C'était le 7 mars 2015, donc j'étais encore dans l'appartement, je me préparais à aller chez l'avocat, et là, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire du ministère de l'Intérieur. Et elle me dit écoutez, on vient de voir ce qui se passe, je comprends pas qu'on n'ait pas été contacté plus tôt. Écoutez, je vais tout faire pour vous aider. Donc, elle me propose un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur équatorien le lendemain matin à Quito. Donc, moi, je suis évidemment partante, il n'y a pas de problème. Je dis OK à tout et je préviens mon avocat. Et mon avocat me dit: «Écoute, c'est peut-être pas le bon moment, n'y va pas parce que j'ai l'impression qu'ils vont nous le rendre là, j'ai reçu des coups de fil, et apparemment ils ont l'air décidés à te le rendre». Donc finalement, j'y vais pas, je préviens la police parce que parce que c'était moi qui tenais la police informée de l'avancement de l'affaire. Et bon, ben, quand on me dit que je vais récupérer Gaspard, je me dis: «Bah, je préviens la police parce que, Andrés est toujours, sous le mandat d'arrêt. Donc, enfin, si Andrés se présente avec Gaspard, j'ai envie que la police l'arrête». Donc, j'arrive chez l'avocat et là, il y avait, le conseil de la transparence qui était là. Il y avait, 3 personnes de ce bureau. Donc, on est dans cette petite salle-là, mon avocat, ma mère, les 3 personnes, de la transparence, l'assistant et la fille de l'avocat, il me semble. Je suis un peu anxieuse parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai peur de voir Andrés, en fait, aussi. Et puis en même temps, j'ai beaucoup de questions, qui m'assaillent, parce que pendant toute cette période, je n'ai rien su du tout, du tout, du tout, du tout. Je savais pas comment était, Gaspard, comment il se sentait, s'il dormait bien, s'il était triste, s'il avait bien mangé, enfin bon, rien du tout. Et puis, j'étais, toujours dans l'attente, un peu fébrile et en même temps, ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais sûre de rien, quoi. Je savais pas du tout, ce qui allait se passer, et puis si ça allait se passer. L'heure approche, on se dit: «Bon, bah, on va aller dans le bureau de mon avocat», et puis là, on ouvre la porte, je sors et je me retrouve nez à nez avec Gaspard dans les bras d'une nounou. Ça a été un choc, ça a été un enfin, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive, comme ça, en fait, parce que je pensais que j'aurais le temps de m'installer dans le bureau, de parler un petit peu avec mon avocat, de se dire comment ça allait se passer et cetera, et en fait, j'ouvre la porte et il est là et forcément, il me voit tout de suite et là, il tourne la tête et il se blottit dans les seins de la nounou et là, moi, là, je sais pas quoi faire. Là, je suis un peu, je suis tétanisée, j'ai envie de le prendre dans mes bras, j'ai envie de l'arracher des bras de la nounou, mais je peux pas le faire, parce que je me dis que il a pas envie, en fait. Je vois qu'il a pas envie de me voir. Il a sa tétine dans la bouche et puis il se cache. Il se cache de moi, c'était horrible comme sensation. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Je l'avais pas vraiment imaginé, en fait, parce que, jusque-là, c'était tellement abstrait, en fait, de le retrouver que j'avais pas vraiment pensé à comment ça allait se passer. Et donc on est dans l'open space, là, entre 2 bureaux, donc finalement, on avance vers le bureau, de mon avocat. Et là, la nounou s'assoit et Gaspard, il veut toujours pas me regarder et en fait, très vite, je me suis mise à pleurer, parce que, j'étais, submergée, j'étais contente et en même temps, j'étais tellement triste, en fait, tout de suite, j'ai senti qu'il m'en voulait. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il m'en voulait de l'avoir abandonné, enfin de pas m'être occupée de lui ou je sais pas, et moi, j'étais tellement désolée et c'est horrible parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'en veuille, en fait. Naïvement, je m'étais dit qu'on allait être tous les 2 très contents de se revoir et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. La nounou s'est assise dans le canapé de l'avocat avec Gaspard sur ses genoux. Moi, j'ai essayé 1 ou 2 fois de le prendre et puis il voulait vraiment pas. Donc là, je pleurais, je savais pas quoi faire, quoi. Je savais pas quoi faire, je lui parlais et puis, ça faisait rien. Et là, heureusement, il y a Carla, donc mon autre avocate, qui s'est occupée de tout le plan médiatique,
qui a fait le lien, en fait. Elle lui a donné une petite compote, donc ça l'a un peu détendu et puis elle lui a proposé un jouet et donc petit à petit, il s'est détendu et là, Carla l'a pris sur ses genoux et petit à petit, pu, j'ai pu, renouer contact avec lui, quoi. Donc il avait toujours cette tétine dans la bouche et là, quand on lui a présenté les jouets, il y avait une balle et on lui a montré le ballon et là, il a dit, «Pelota». Et ça m'a fait un choc ça aussi parce que, jusqu'à présent, il parlait français, quoi. Enfin, les quelques mots qu'il connaissait, il les connaissait en français et là, il dit, «ballon» en espagnol. Ça m'a fait très bizarre et je me suis dit que un mois pour son âge, c'était énorme. C'était énorme d'avoir été un mois sans sa maman. Il se passe plein de choses, en fait, dans la vie d'un bébé de 2 ans et surtout quand il apprend à parler et surtout, quand il est, enlevé, de son milieu, naturel, enfin, de la personne avec qui il passe le plus de temps, qui se retrouve avec des gens qu'il connaît pas, enfin bon, je me suis dit que ça avait dû être, hyper dur pour lui. Ouais et bien sûr, je me dis que c'est un mois, que j'ai perdu. Et puis une fois qu'il a mangé la compote et qu'il a joué un petit peu avec Carla, là, j'ai pu le reprendre, sur mes genoux et c'était vraiment ça faisait du bien, quoi. Ils nous ont laissé un petit peu comme ça, reprendre contact et puis ensuite, et ben, la police que j'avais prévenue est entrée. Ils ont mis leur beau t-shirt de police et ils nous ont demandé de poser à côté d'eux. Donc on a posé, Gaspard dans mes bras, ma mère, Carla et les policiers et mon avocat. Et ensuite cette photo a fait le tour des Twitter du ministre, du ministère, de la Justice et cetera, en disant que la police avait, récupéré Gaspard. Et ensuite, eh ben, après on est rentrés. Quand je suis sortie de l'avion en France, oh là là, et là je me suis sentie, chez moi, quoi. J'étais chez moi, dans mon pays, loin de toute cette merde et de cette famille, machiavélique et vraiment, c'était vraiment un énorme soulagement. Je me souviens, il y avait quelques copines qui étaient venues me chercher à l'aéroport. Ah c'était hyper fort. C'était hyper fort, une sensation de ouais, d'être libre. Et ben, très vite, on a repris notre vie, de tous les jours. Gaspard est retourné à la crèche. Moi, j'ai repris ma vie et donc très vite, je me suis, occupée d'obtenir enfin la garde, quoi, en France. Je pouvais pas, poursuivre Andrés pour ce qu'il avait fait parce que ça s'était passé à l'étranger. Mais au moins, j'ai pu, obtenir la garde. Donc j'ai demandé la garde exclusive, l'autorité parentale exclusive. Donc voilà, tout ça, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je veux plus avoir aucun contact avec lui. Alors je me retrouve quand même à lui envoyer des mails, pour lui raconter des choses de Gaspard ou pour parler des visites. Parce que, comme, je pense, toujours, à mon fils, j'ai, proposé qu'il y ait un droit de visite. Donc aujourd'hui, Gaspard a toujours des contacts avec son père. Il se voit, 1 fois par mois dans un centre médiatisé. C'est encadré, il n'a pas le droit de sortir et moi, en principe, je le croise pas. Les jours de visite, je suis assez tendue, c'est quand même, quand je viens le chercher, je suis aussi, j'appréhende, aussi que, il veuille pas me le rendre, quoi. Souvent, Gaspard, c'est le dernier à sortir du centre, parce que j'imagine qu'Andrés, met, très longtemps à lui dire au revoir, enfin bon. Du coup, j'attends souvent, assez longtemps dans la salle d'attente, et puis là, une fois que je l'ai, ben, je me dépêche de partir, parce que j'ai vraiment, pas du tout envie de le croiser, quoi. C'est encore, très dérangeant pour moi. Aujourd'hui, ben, Gaspard va bien. C'est un petit garçon en pleine forme, qui est très joyeux et on peut pas s'imaginer, qu'il a vécu ce qu'il a vécu, quoi. Quand on est rentrés, au tout début,
Il en parlait, il en a parlé, très facilement, très vite, il me disait, c'était surtout quand on lisait des histoires ou quand il jouait, et qu'il y avait des personnages, qui étaient tout seuls ou qui avaient l'air un peu tristes, il me disait: «Ah ben, il pleure parce qu'il a perdu sa maman». Tout le temps. Tout le temps, c'était ça. Et ça me fendait le cœur, quoi. Et petit à petit, c'est passé. Il sait que son père, l'a enlevé. On en parle. Moi, j'utilise les vrais mots, en fait. Je lui ai dit, que son père l'avait enlevé, que pendant un mois, j'avais pas eu de nouvelles du tout de lui, qu'il m'avait beaucoup manqué et que la police était à sa recherche, que son père aurait dû aller en prison et heu et Gaspard, il dit, ouais, il m'a demandé si j'avais été triste, si j'avais pleuré, donc je lui ai dit: «Oui». Et puis je vois bien qu'il a pas de problème à me poser des questions, par rapport à l'enlèvement et par rapport à son père. Il me parle de son père assez, naturellement, et moi je lui réponds, en toute honnêteté, enfin moi je lui ai dit que j'étais encore énervée contre son père pour ce qu'il avait fait, mais que j'étais contente, qu'il ait une relation avec lui et qu'il le voie. Et puis je vois bien que Gaspard, il est très heureux de voir son père. Et ça me fait plaisir. Malgré tout, ça me fait plaisir de voir que Gaspard a envie de voir son père. Après, ouais, j'ai des regrets. Je m'en veux terriblement d'avoir, que Andrés soit le père de Gaspard. Ça, c'est assez difficile à accepter. Mais, après j'ai fait une psychanalyse en rentrant et donc, j'ai pas mal réfléchi et c'est vrai que, en 2011-2012, quand j'ai fait le voyage, je voulais un changement. Ça faisait un moment que je pensais avoir des enfants et malheureusement, j'avais pas de copain. Donc ouais, c'est vrai que je pense peut-être qu'inconsciemment, j'ai fait ce voyage en me disant que j'allais faire un enfant toute seule et que je suis allée, au bout du monde, en me disant, bah, peut-être que c'est là que je vais faire mon enfant et j'ai l'impression, oui, qu'il fallait que j'aille très loin pour faire un enfant et très loin dans tous les sens du terme, quoi. Mmh. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Lola Costantini. La musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. C'est une production Louis Média pour Slate.fr. Retrouvez Transfert sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Audible, YouTube, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @transfertpodcast et @chapullo. Je vous invite, comme chaque fois, mais c'est très important pour nous, à venir laisser plein de commentaires et d'amour sur les réseaux sociaux et sur iTunes. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.